Bonjour chers amis, je suis très heureux de vous retrouver en compagnie d'une avocate de Montréal qui a accepté de répondre à un certain nombre de questions que vous vous posez à propos en particulier de l'obligation du port du masque. J'ai le plaisir d'accueillir Samantha Didone. Bonjour Samantha. Bonjour, je suis avocate civiliste et criminaliste. Je suis membre du Barreau du Québec et je défends vivement les droits fondamentaux des citoyens. Et c'est à ce titre que je vais répondre aux questions de M. Crèvecoeur aujourd'hui. Très bien. Merci Samantha, en tout cas de nous accorder un peu de temps. Je sais que votre temps est très très chargé pour l'instant parce que vous étudiez beaucoup toutes ces questions et tous les décrets qui sortent euh, pratiquement toutes les semaines. Alors, je vais déjà tout de suite commencer par la première question. La première question, c'est par rapport à cette obligation du port du masque ici au Québec. Est-ce que les gens peuvent invoquer une condition médicale pour justifier le fait qu'ils ne portent pas de masque dans des lieux publics fermés? Oui, donc le décret 810-2020 du 15 juillet 2020 prévoit une exception pour les individus qui ont une condition médicale. Ils n'ont qu'à déclarer qu'ils ont une condition médicale pour ne pas porter de masque. D'accord. Et est-ce que le commerçant ou la personne qui est à la porte d'entrée du magasin a le droit de demander une preuve de cette condition médicale qui est invoquée comme raison de ne pas porter le masque? Oui, en fait, il y a le droit de le demander, mais le client peut refuser puisque c'est confidentiel. OK. Et quand on dit confidentiel, est-ce que simplement le client peut dire c'est confidentiel ou est-ce que le client doit se référer à un article de loi particulier? Non, il peut simplement dire c'est confidentiel. Sa condition médicale, il n'a pas à le dévoiler. Donc, ça veut dire que le client pourrait simplement dire ça ne vous regarde pas, ou est-ce qu'il peut invoquer un code civil ou un article de loi particulier pour si le commerçant insiste pour avoir la raison médicale qui est invoquée? Il n'y a pas besoin de le dévoiler. Il peut simplement dire, en vertu de la charte, j'ai le droit à la vie privée. J'ai pas besoin de dévoiler ma condition médicale. Et même le décret dit qu'il y a qu'à le déclarer. Il y a une raison pour ça. C'est parce qu'on protège la confidentialité. D'accord. Donc, si je comprends bien, si le décret dit le client n'a qu'à déclarer sa condition médicale, ça veut dire aussi que le client ne doit pas avoir sur lui un certificat médical délivré par un médecin, alors, c'est ça? Exactement. Il n'y a D'accord, pas besoin s'il l'a, il n'y a pas besoin de le montrer. Il n'a qu'à le dire. d'accord, très bien. Alors maintenant, il peut arriver quand même que malgré tout, le commerçant ne veuille rien entendre et refuse l'accès à son commerce sous prétexte que ben, le masque n'est pas porté, peu importe s'il y a une condition médicale ou pas. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Si le commerçant refuse alors que le client a une condition médicale, il peut faire un recours aux petites créances, mais ça donne pas grand-chose. Il va peut-être rien recevoir au bout de la ligne. Ce qui est mieux de faire, c'est peut-être de demander de parler avec le gérant, insister de rentrer, parler avec le gérant. Peut-être le gérant va pouvoir trouver une solution. Donc, si malgré tout cela, après avoir discuté avec le gérant, le client est toujours refusé au niveau du magasin et que ce client a besoin d'aller dans ce magasin, euh, quel est le recours dont dispose le client en cas de refus d'accès au magasin alors qu'il a invoqué une condition médicale? Honnêtement, c'est vraiment, il n'y a, pas de solution en ce moment, à moins que le décret serait invalidé. La personne, oui, a une condition médicale, il l'invoque, mais si parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que si la personne a vraiment une condition médicale, il va montrer la preuve ou il va retourner une autre fois puis il va montrer la preuve. Parce que s'il fait un recours aux petites créances, exemple, parce qu'il a subi des dommages, il a été humilié, on a porté atteinte à sa dignité, ce que je dis, c'est qu'à la fin, un juge ne va pas, même s'il gagne, même si la personne a gain de cause, le juge ne va pas l'accorder beaucoup d'argent. Donc, ça ne donne pas grand-chose. La personne est mieux soit d'aller à un autre magasin où il insiste, il essaie de parler avec le gérant ne veut pas, mais ça finit là, il trouve un autre magasin.
Alors maintenant, si un client se présente à un magasin et il dit, moi, je ne porte pas le masque parce que je n'aime pas ça, euh, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça, c'est aussi une raison valable ou pas? Non, c'est pas une raison valable. Il doit respecter le décret à ce moment-là. Le commerçant, s'il refuse à ce que la personne rentre, la personne n'a pas de recours, malheureusement. Mhm. Alors, moi, ça m'est déjà arrivé une situation un peu similaire, mais c'était pas par rapport au masque, parce que c'était à l'époque où il n'y avait pas encore le masque obligatoire, mais à l'entrée d'un magasin, on m'a obligé de me laver les mains avec un gel hydroalcoolique. Or, moi, j'ai des réactions allergiques lorsque je me lave les mains avec un gel hydroalcoolique. C'est pour ça que j'avais dans mon sac une petite bouteille avec un distributeur, avec de l'eau et du savon biologique qui faisait la même chose. Et je me suis disputé avec la personne qui était à l'entrée parce qu'il voulait absolument que j'utilise sa bouteille et pas la mienne. Alors, je me suis trouvé un peu dans une impasse. J'ai appelé le gérant. Le gérant est venu, n'a rien voulu savoir. J'ai même fait appeler la police. Alors, qu'est-ce qu'il en est avec le gel hydroalcoolique? Est-ce que c'est la même chose qu'avec le masque? Ce qui est intéressant, c'est que le décret prévoit qu'un exploitant d'un lieu qui accueille le public ne doit pas admettre ou tolérer quelqu'un d'entrer dans son commerce alors qu'il ne porte pas de masque. Alors que pour l'antiseptique, pour les mains, il n'y a rien de prévu dans le décret. Il n'y a rien qui le rend obligatoire. Ce qu'on voit en ce moment, c'est une pratique qui est adoptée par tous les commerçants. Ils ont créé une politique qui oblige les individus à utiliser l'antiseptique. Et comme vous dites, en fait, on rend ça même plus sévère que le port du masque, dans la mesure où on ne fait pas d'exception pour les individus qui ont une condition médicale. Par exemple, ils ont des allergies, ils ne peuvent pas l'utiliser. Alors, si le commerçant refuse que la personne entre dans son commerce, s'il ne l'utilise pas, la personne pourrait peut-être faire un recours en plaidant que votre politique, même si ça s'applique à tout le monde uniforme, ça a pour effet de créer des effets discriminatoires dans la mesure où vous m'empêchez d'entrer alors que j'ai des allergies. D'accord. Donc, en fait, et ça, vous me l'apprenez, moi, je ne savais pas que l'utilisation du gel hydroalcoolique à l'entrée des magasins ne se trouvait donc nulle part dans aucun décret. C'est ça que vous me dites. Exactement. OK. Et donc, est-ce qu'un client pourrait dire à l'entrée, écoutez, d'après les renseignements juridiques que j'ai, il n'y a aucun décret qui stipule qu'il faut utiliser un gel hydroalcoolique. Mais est-ce que le commerçant n'est pas maître chez lui? Hein, je me fais l'avocat du diable, là, je me fais l'avocat du commerçant. Le commerçant peut en ce moment, en raison des mesures de sécurité, on est dans un état d'urgence sanitaire, donc il peut justifier cette politique en disant, moi, je veux pas que mes employés soient contaminés, je veux pas que si vous ne lavez pas vos mains, là, vous touchez les choses dans mon commerce, il y a un risque de propagation du virus. Je veux pas, il y a le droit. D'accord, très bien. Donc, en fait, c'est quand même une zone grise. Je vois que c'est pas blanc ou noir. Ça va aussi dépendre finalement d'une négociation entre le client et le commerçant. Exactement. Oui, d'accord. Euh, alors, si j'ai bien compris, qui va recevoir une contravention si un client ne porte pas le masque ou si une fois que le client est rentré dans un magasin, il enlève son masque pour faire ses commissions, qui risque d'avoir une contravention? Est-ce que c'est le client ou est-ce que c'est le commerçant? Oui, c'est une excellente question en fait, puisque le client, lui, n'est pas obligé techniquement à porter le masque. On oblige plutôt les commerçants à agir comme des policiers et de vérifier que les clients portent le masque. Donc, c'est le commerçant qui s'expose à une amende allant jusqu'à 6 000 $. Si quelqu'un entre dans sa commerçant qui porte un masque, ou qu'il rentre dans le commerce et puis avec le masque, mais qu'il l'enlève par la suite, c'est le commerçant qui risque d'avoir la contravention. Mais le commerçant n'aura une contravention que si, en fait, que si quoi, il y a un contrôle ou si un autre client dépose plainte. Dans quel cas de figure un commerçant pourrait être finalement verbalisé?
Donc, il peut y avoir un policier qui entre dans le commerce, fait que vérifier et voit que quelqu'un est entré sans masque. Ou peut-être que le commerçant est avec quelqu'un et qu'un autre entre dans le commerce et un des personnes qui est dans le commerce appelle la police pour dénoncer la personne qui n'a pas porté de masque dans le magasin. C'est ça. Donc, en fait, j'imagine une situation un peu fictive. Si le commerçant fait savoir à ses clients que lui, il respecte la liberté individuelle et qu'il n'y a personne qui fait une délation, bah, finalement, il y aura de problème pour personne. En fait, il y aura de problème que si, effectivement, il y a un constat fait par un policier ou si le commerçant est dénoncé par un client, c'est ça? Exactement. D'accord, très bien. Alors, ici, j'avais trois questions un peu philosophiques que j'avais envie de vous poser en rafale, parce que je me demande finalement, est-ce que le décret du gouvernement est justifié sur le plan sanitaire, hein, je dis bien sanitaire, sachant que le nombre moyen de morts depuis plusieurs semaines maintenant, ça j'ai regardé dans les statistiques de l'Institut national de santé publique du Québec, on se rend compte que le nombre moyen de morts depuis des semaines et des semaines est de 4 par jour, ce qui est autant dire qu'il n'y a quasiment plus rien, hein, il n'y a plus d'épidémie, on est dans le 1% restant de l'épidémie. Donc, on pourrait se demander, mais est-ce que c'est justifié sur le plan sanitaire? Deuxième question, est-ce que c'est justifié aussi, étant donné qu'on n'a aucune preuve scientifique qui démontre l'efficacité du port du masque, d'imposer le port du masque? Et troisième question, est-ce que c'est justifié aussi d'imposer le port du masque alors que sur les boîtes de masques, lorsqu'on achète une boîte de masques, il est marqué en toutes lettres ces masques ne protègent nullement d'une infection respiratoire ou virale. Et il y a même certains fabricants qui rajoutent ni le Covid-19. Donc, ce sont des nouvelles boîtes là. Donc, moi, je me demande, est-ce que de votre point de vue, il y a une justification possible de la part du gouvernement alors qu'on n'est plus en pandémie sur le plan des chiffres, on n'a aucune preuve de l'efficacité du port du masque depuis des années et des années. Il y a plein de scientifiques qui ont montré cela à travers les études qui ont été faites depuis 2009. Et sur les boîtes de masques, en plus, on dit bah, ça ne protège pas d'infection virale. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Donc, ce sont des questions très intéressantes. En fait, pour qu'un gouvernement puisse porter atteinte aux droits fondamentaux des individus, encore faut-il que l'atteinte soit justifiée. Et même si on est dans un état d'urgence sanitaire, il faut qu'il y ait un lien rationnel entre la mesure que le gouvernement prend et les effets. Donc, ici, l'objectif du gouvernement, c'est de protéger le public contre le COVID et protéger contre la propagation du COVID. Donc, le gouvernement pourrait dire que le port du masque est nécessaire, pas pour protéger nous-mêmes, mais pour protéger, si on a le COVID, d'empêcher que les autres puissent l'attraper. Donc, on essaie d'éviter la transmission. Par contre, on sait qu'il y a aussi des experts qui disent que le port du masque est dangereux pour nous-mêmes. Également, il peut avoir, ça n'empêche pas nécessairement la propagation du virus. Et c'est le gouvernement qui a le fardeau de démontrer que l'atteinte est justifiée. Donc, c'est sûr qu'avec les arguments que les autres experts peuvent apporter, ça risque d'être difficile de justement démontrer que la mesure est justifiée et est toujours justifiée en ce moment. Alors justement, ouais, donc ça veut dire qu'il faudrait que quelqu'un poursuive le gouvernement et à ce moment-là, le gouvernement aurait le fardeau de la preuve et il devait prouver que c'était la meilleure décision à prendre, qui était d'obliger le port du masque, même dans une situation où il y a quasiment plus personne qui est malade, c'est ça? Oui, il doit démontrer qu'il faut avoir un lien rationnel avec l'objectif et la mesure qu'il prend. Il faut avoir également, ça doit être une atteinte, l'atteinte minimale. Il y a la question de proportionnalité. Il y a plusieurs principes qui entrent en ligne de compte, mais effectivement, quelqu'un doit attaquer le décret et le gouvernement devra justifier que la mesure du port du masque obligatoire est nécessaire et justifiée en ce moment dans une société libre et démocratique.
En tout cas, je leur souhaite bonne chance parce que je me souviens que le docteur Arruda avait dit au mois de mars que le port du masque était non seulement pas obligatoire, mais était non recommandé pour le grand public parce que d'abord, c'était très compliqué de respecter le protocole, mais qu'en plus, c'était inutile et que ça pouvait même être dangereux pour la santé. Donc, je lui souhaite bonne chance pour démontrer qu'en mars, il affirmait cela de façon très péremptoire et en juillet, ils sont en train de dire exactement le contraire. Mais bon, ça, c'est juste un commentaire personnel. Mais quand même, là, moi, je viens à quelque chose de beaucoup plus délicat au niveau des questions. C'est les rapports entre maintenant, non plus les clients et les commerçants, mais entre les employés et les employeurs. Parce que un employeur, est-ce qu'il peut imposer le port du masque à ses employés, bon, sachant d'abord qu'au moment de la signature du contrat, évidemment, rien n'indiquait ce genre de situation, donc il y a peut-être un vide juridique à ce niveau-là, mais est-ce qu'un employeur a le droit d'imposer à ses employés, et prenons des employés qui n'ont pas de contact direct avec la clientèle, hein, par exemple un espace de bureau, est-ce qu'il a le droit d'imposer le port du masque aux employés? Oui, donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le décret crée une exception pour les employés. On dit qu'ils n'ont pas besoin de porter le masque, sauf dans un ordre d'entrée, dans une aire d'accueil ou un ascenseur de l'immeuble. Mais on prévoit également que les employés sont soumis aux règles applicables en matière de santé et de sécurité au travail. Maintenant, ce qu'il faut savoir également, c'est que l'employeur a l'obligation de protéger la santé et la sécurité physique des travailleurs. Et la loi sur la santé et services, sur la santé et la sécurité du travail exige que l'employeur prenne toutes les mesures nécessaires pour y parvenir. Donc, l'employeur doit justement protéger les travailleurs contre les risques de contamination. S'il ne peut pas les éliminer complètement, il doit au moins essayer de les diminuer, les contrôler. Donc, les mesures de prévention, on peut parler d'exemple, s'il y a quelqu'un qui présente des symptômes, il peut l'exclure des lieux de travail, il peut appliquer le principe de distanciation physique, l'hygiène des mains et tout ça. Maintenant, le CNESST, par contre, dit que si l'employeur ne peut pas, si les employés ne peuvent pas respecter la distanciation de 2 mètres, là, l'employeur est même tenu de fournir aux employés un masque de procédure et une protection oculaire. Donc, c'est sûr que l'employeur est obligé d'implémenter ces mesures-là s'il ne veut pas avoir justement de troubles avec le CNESST. Alors, j'ai entendu une vidéo cet après-midi d'une commerçante de Genève qui disait exactement le contraire de ce que vous venez de dire. Elle disait, moi, j'ai à cœur la santé de mes employés qui travaillent 8 heures par jour dans mon magasin et comme tout ce que j'ai lu à propos du port du masque me fait dire que je mets potentiellement en danger la vie ou la santé de mes employés et de mes vendeurs dans le magasin, je veux leur laisser la liberté de choisir s'ils veulent porter le masque ou pas. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette attitude? Est-ce qu'elle pourrait être appliquée? Parce que là, ce que j'entends, c'est que il semble que la CNESST a déterminé que la meilleure façon de nouveau de protéger les employés, c'était de leur donner un masque et éventuellement même une protection oculaire. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire, oui, mais ça, c'est si il est prouvé que le masque protège vraiment et est efficace. Alors, comment on s'y retrouve? Parce que les employés pourraient très bien dire, moi, je vais avoir des migraines, moi, je vais avoir des problèmes de santé à cause du fait que je porte le masque pendant 8 heures. Alors, qui va trancher dans une histoire comme ça? En fait, c'est que le port du masque n'est pas automatiquement obligatoire dans tous les domaines de travail, dans tous les lieux de travail. C'est quand on ne peut pas respecter la distanciation de 2 mètres que là, le CNESST dit aux employeurs qu'ils doivent donner le masque et la protection oculaire. Maintenant,
votre question pour est-ce que c'est. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a quand même un décret, le gouvernement a décidé que le masque est la mesure à prendre pour protéger le public contre le COVID. Donc, c'est l'employeur, il peut être justifié de l'imposer si justement la distanciation de 2 mètres n'est pas respectée. Sinon, s'il voit qu'il y a des conditions qui rendraient plutôt ça dangereux pour les employés de le porter, et il respecte la distance de 2 mètres. Là, il n'est pas obligé de forcer les employés à le porter. Et les employés, s'ils trouvent qu'il y a un risque ou ils ne respirent pas bien, ils commencent à avoir de l'asthme, peu importe, là, ils peuvent quand même se faire une plainte. Ils peuvent avoir un recours. S'il y a un syndicat, ils peuvent faire une plainte au syndicat. S'il n'y a pas de syndicat, ils peuvent faire une plainte au CNESST à ce moment-là. D'accord. Donc, en fait, ce que j'entends, c'est qu'il n'y a pas automatiquement une obligation du port du masque au travail, mais par contre, ce qui est recommandé, c'est la distanciation sociale de 2 mètres. Et si ce n'est pas possible, alors le port du masque est recommandé ou pratiquement obligatoire, c'est ça? Exactement. OK. Maintenant, si un employé refuse de porter le masque, que ce soit parce qu'il trouve que après 8 heures, il a des céphalées, il a des migraines. Et ça, j'ai énormément de témoignages parmi les gens qui me suivent, qui me disent qu'ils terminent leur journée avec des maux de tête abominables et des battements de cœur qui s'accélèrent aussi parce qu'il y a un manque d'oxygène au niveau de la circulation sanguine. Donc, si un employé refuse de porter le masque, quels sont ses droits, quels sont ses risques et quels sont les droits de l'employeur? Si le travailleur, la raison qu'il refuse, il y a une condition médicale, il y a ça, et que l'employeur décide de le congédier à cause de ça, il peut justement faire une plainte au syndicat ou au CNESST. Si jamais il n'y a pas de... Parce que qu'est-ce qu'il faut savoir également, c'est que le travailleur a l'obligation également de prendre des mesures nécessaires pour protéger sa santé et de ne pas mettre en danger la santé des autres travailleurs. Donc, si justement le port du masque met en péril sa santé, là, il peut faire une plainte. Si l'employeur a le droit, par contre, de le congédier si le travailleur ne veut pas respecter la mesure alors qu'il n'y a aucune raison et qu'il met justement en danger la santé des autres travailleurs. Merci pour votre réponse. Donc, je voudrais aborder un dernier point. C'est un peu le même type de question, mais par rapport aux tests de dépistage. C'est-à-dire que j'ai entendu dire que certains employeurs exigeaient que les employés aillent se faire un test de dépistage pour pouvoir revenir au travail, indépendamment du port ou du non-port du masque. Mais à ce niveau-là, quelle est la position de la CNESST et qu'est-ce qui est prévu dans les décrets gouvernementaux s'il y a quelque chose qui est prévu? Donc, en ce moment, c'est pour le test de dépistage, même sur le site du gouvernement, on dit qu'il y a 2 façons de faire le test de COVID. Il y a soit, ça consiste en des échantillons prélevés en insérant un écouvillon dans le nez ou dans la gorge. OK? Et en ce moment, ce que les employeurs veulent faire, c'est quand quelqu'un, justement, présente des symptômes et qu'ils veulent retourner au travail. Mais le problème, c'est que l'employeur, encore une fois, il veut protéger les autres employés et tout. Donc, l'employeur, le problème, c'est que en ce moment, on impose le test par le nez. Et ce que les clients ont peur, c'est que le test perfore la barrière hémato-encéphalique. Donc, le travailleur, qu'est-ce qu'il peut faire? C'est soit, exemple, faire une plainte en disant « Moi, je ne suis pas contre faire le test, mais je suis contre la méthode que vous m'imposez. » Il peut plaider ça. L'autre chose qu'il peut faire, c'est que s'il fait, il subit le test, mais que là, il y a des effets secondaires, il peut également faire une plainte, faire un recours en disant que, écoutez, c'est de votre faute que là, je subis tel dommage, il faudrait avoir une preuve d'expert et là, il pourrait réclamer des dommages. Mmh. Mais est-ce qu'il y a une obligation qui est énoncée par la CNESST ou le décret ou est-ce que c'est un peu comme le gel hydroalcoolique dans les commerces, c'est-à-dire c'est une pratique mais ce n'est pas imposé?
Je voulais voir avec ça. Donc, le test de dépistage, en fait, c'est un peu comme l'antiseptique pour les mains. C'est recommandé. On le rend obligatoire dans certains lieux. Mais après, pour les employeurs, il y a rien qui oblige tous les employeurs à faire subir des tests aux employés. Encore une fois, c'est une pratique qu'ils font qui va dans la même veine que pour l'utilisation de l'antiseptique pour les mains, c'est de protéger, d'empêcher la propagation. Donc, c'est un peu la même chose ici avec le test de dépistage. Donc, si je comprends bien, il n'y a pas d'obligation légale et donc à ce moment-là, l'employé pourrait refuser purement et simplement de se soumettre au test de dépistage. Non, puisque c'est pour les mêmes raisons que, pour exemple, le port du masque ou certaines mesures, comme il va y avoir des employés qui vont devoir utiliser l'antiseptique pour les mains parce que l'employeur va l'exiger. Et c'est parce que l'employeur a justement l'obligation de mettre, de mettre en place des mesures pour protéger le monde contre le COVID. Et les travailleurs ont également l'obligation de se protéger, protéger les autres. Donc, à cause de ça, ils seraient tenus de justement, si c'est obligé, si on l'impose, de justement faire le test. Mais s'ils ne veulent pas, pour justement, ils craignent les risques, ils peuvent toujours l'invoquer, mais c'est pas, encore une fois, c'est pas évident. Donc, ça va dépendre, en fait, malheureusement, ça va prendre des personnes qui sont des victimes de tests à cause qu'ils ont eu, exemple, des conséquences suite au test de dépistage. Et avec ces individus-là, ils pourront faire des recours et là, ça pourrait peut-être changer éventuellement. Et là, on va baliser le test. On va dire, bon, on peut juste l'imposer dans telle circonstance et peut-être on va justement donner l'option de faire l'un ou l'autre test de dépistage. En fait, en vous écoutant, je me rends compte que c'est très compliqué. Non, mais c'est tellement flou, c'est des recommandations, mais en même temps, c'est mélangé avec l'obligation de protéger, etc. On peut refuser, mais en fait, on n'a pas de recours, en fait, ou on ne peut pas refuser. C'est quand même assez compliqué et je me rends compte que c'est lié, tout ça c'est lié finalement à la conception qu'on se fait de qu'est-ce qui est une vraie protection et une protection efficace sur le plan sanitaire et qu'est-ce qui n'est pas une protection et quelle est la balance finalement des risques et des bénéfices. Alors justement, vous avez parlé de personnes qui pourraient subir les effets soit d'un dépistage, soit du port du masque et avoir finalement une dégradation de sa santé. J'ai rencontré d'ailleurs samedi à une manifestation un jeune homme qui a des problèmes sérieux de santé depuis qu'on lui a fait un test de dépistage il y a 4 mois avec un écouvillon où apparemment la personne qui lui a fait ce test a été trop loin et a blessé la muqueuse et a blessé la barrière hémato-encéphalique. Donc, pour toutes les personnes qui subiraient des dommages observables, qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Est-ce qu'elles peuvent contacter un avocat? Est-ce qu'elles peuvent vous contacter? Quelles seraient les démarches qui seraient à faire par les victimes de ces mesures qui seraient peut-être trop attentatoires finalement? Donc, la personne qui, comme vous parlez de l'individu qui justement, il a fait le test puis il y a des séquelles, il peut faire une poursuite contre le préposé qui l'a effectué, qui est allé trop loin. Il peut également faire une poursuite contre le commettant. Normalement, on le fait contre le préposé et le commettant. On tient l'hôpital, exemple, responsable pour la faute du préposé. Et là, il faut quand même une preuve d'expert qui va démontrer que le préjudice que la personne a subi a un lien direct avec la faute du préposé. Et là, il peut justement réclamer des dommages. Donc, ça va être en cours qu'il va faire ça. Et il peut justement appeler un avocat pour faire valoir ses droits.
Et de façon plus générale, des personnes qui auraient porté le masque 8 heures par jour pendant plusieurs semaines et qui auraient une condition médicale qui se dégrade petit à petit, est-ce que ces personnes pourraient faire des démarches auprès d'un avocat ou est-ce que c'est trop flou comme, je dirais, changement de situation médicale? Si la personne est en mesure, à même d'une preuve d'expert, de démontrer que sa condition médicale a dégradé en raison du port du masque, il pourrait peut-être avoir un cours à ce niveau-là, lui aussi, effectivement. D'accord, très bien. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Moi, je vous ai posé toutes les questions qu'on me pose habituellement sous mes vidéos. Donc, je vous laisse le mot de la fin. Qu'est-ce que vous recommandez ou qu'est-ce que vous auriez à dire par rapport à tout ce que nous avons débattu aujourd'hui? J'aurais peut-être juste à ajouter que, parce qu'il y a peut-être, vous avez peut-être des clients également qui demandent les commerçants. Là, on retourne à la question des commerçants. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire s'ils reçoivent une contravention? Là, ils veulent contester, mais qu'est-ce qu'ils peuvent invoquer comme défense? Mais s'ils ont reçu une contravention, il y a deux choses qui peuvent arriver. Soit qu'ils contestent au fond. C'est un petit commerçant, exemple. Il est tout seul. Et là, il y a quelqu'un qui est entré sans masque, mais il est en train de parler avec un autre client. Il peut faire la preuve de diligence raisonnable en disant que moi, j'ai pris les précautions nécessaires, j'ai mis une pancarte en avant, le monde doit porter un masque avant d'entrer. Et étant donné que j'étais avec quelqu'un d'autre, j'ai pas pu voir, je suis tout seul dans mon commerce, donc ça peut être une défense. L'autre chose qu'il peut faire, c'est une attaque constitutionnelle en disant que, écoutez, moi, parce qu'on a la liberté de conscience qui est prévue dans la charte, il peut dire, c'est contre mes valeurs, mes principes d'appeler la police. Je veux pas être délateur, moi. Fait qu'il peut dire, moi, je veux pas appeler la police. Et si la raison qu'il y a eu une contravention, c'est justement parce qu'il était avec, il a dit à la personne de ne pas entrer, il est rentré pareil, puis il a décidé de ne pas appeler la police, et que là, il reçoit une contravention, ou bien qu'il était avec une autre personne et que il y a un des clients qui a décidé d'appeler la police, il peut justement attaquer la constitutionnalité. C'est très précieux à savoir ça parce qu'effectivement, les commerçants pourraient aussi effectivement s'adresser à des avocats pour contester finalement certaines contraventions qu'ils jugeraient abusives finalement, si je comprends bien. Oui. Très bien, ben, Samantha Didon, et si on veut vous contacter, quels sont les moyens ou quel est le moyen que vous recommandez pour vous poser peut-être d'autres questions si tout n'a pas été clair dans vos réponses. Mais moi, j'ai trouvé que vos réponses étaient très claires, mais comment vous contacter finalement? La meilleure façon de me contacter, c'est par courriel à avocate à commercial didone, c'est didone.ca. D'accord. Très bien. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions et j'espère vraiment que nous pouvons tirer la clarté et que nous pourrons sortir de cette pandémie très prochainement et que ce sera un mauvais souvenir très bientôt. Alors, merci beaucoup pour votre temps en tout cas et pour vos recherches. Ça me fait plaisir. Bonne journée. Merci.